Alors, les objectifs pour la soirée, les objectifs d'apprentissage, donc en espérant, visant à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la psychologie de la santé, la notion de lien entre la santé physique et la santé mentale ou la santé psychologique. On va commencer avec juste un petit vidéo. Et c'est une vidéo qu'on a utilisée dans le contexte d'une étude qu'on a faite depuis à peu près les 2-3 dernières années. Et c'est un monsieur qui va parler de son contexte de maladie. C'est une maladie cardiaque. Et c'est un projet qui s'adressait à la santé des hommes. C'est un projet qui était financé par la Fondation Movember. Donc, naturellement, ça touchait la santé des hommes. Et on va regarder ça. J'ai eu mon premier infarctus à l'âge de 50 ans. C'est pas facile de s'en remettre, mais je vous dirais qu'à cet âge-là, ça me semble le plus facile. Aujourd'hui, j'ai 63 ans et je me sens beaucoup plus alerte qu'à ce moment-là. L'hiver passé, ma femme et moi, on est allés en Floride. On y va chaque année. C'est devenu pour nous une espèce de petite tradition. Puis, une journée, on a décidé d'aller jouer au golf. C'est une journée chaude, écrasante. On a commencé à jouer, puis tout à coup, j'ai ressenti des douleurs thoraciques. Tout de suite, là, je me suis dit que ça ressemblait à quelque chose que j'avais déjà vécu. Ils m'ont transporté à l'hôpital, où j'ai subi une angiographie. Et puis là, ils ont décidé de m'installer 3 stents. Question de réduire le risque, qu'ils m'ont dit. 3 stents, quand même, c'est beaucoup de risques. Ça m'a fait peur. Puis après, j'ai plus été le même. Non, les jours suivants, les semaines après, là, je me sentais faible. J'avais souvent des douleurs au thorax. Puis d'ailleurs, je suis retourné passer une angiographie, mais tout était beau. Alors, ça faisait déjà quelques mois là, que ma femme et moi, on était revenus au Canada, mais je dois vous dire que les choses n'étaient plus jamais comme avant. J'étais tellement inquiet de mon état de santé, j'étais anxieux, j'avais peur que mes problèmes de cœur reprennent à tout moment. Je n'osais même pas sortir de peur que j'éprouve des douleurs. Puis plusieurs fois, je suis retourné à la salle d'urgence. Chaque fois, on me disait « tout est normal ». Depuis, j'ai appris que je vivais avec des symptômes d'anxiété. Mais je dois vous dire que ma famille m'a aidé énormément à me remettre sur pied. Une bonne journée, là, mon fils est venu me visiter avec ses enfants. On a décidé de jouer aux cartes. Ça me stressait pas. Il faut que je vous dise que moi, aux cartes, je m'y connais. Je perds rarement. Mais cette journée-là, ma petite fille de 11 ans, elle m'a battu. Il faut dire qu'elle doit retenir ça de moi, certain, là, mais quand même, ça m'a surpris. Puis là, quand elle a gagné, elle m'a fait un sourire. Un de ces sourires haïssables. Puis là, elle s'est approchée. Elle m'a donné un bec sur la joue. Puis elle m'a dit « Meilleure chance la prochaine fois, grand-papa. » C'est drôle à dire, hein? Mais ça, là, ça m'a fait comprendre qu'avec mes problèmes d'infarctus, j'avais oublié de passer du temps avec ma famille. Je savais même pas ça, là, que ma petite fille de 11 ans était si bonne que ça aux cartes. Là. Puis qu'elle était capable de me la remettre à sa place comme elle l'a fait. Ouais. La vie de famille, là. C'est ça qui m'a aidé à gérer mes problèmes d'anxiété. Donc, il y avait plusieurs émotions. Puis, en fait, ça nous amène à notre prochaine photo. Donc, la question ici, c'est quelles émotions, quelles réactions peut-on ressentir en apprenant un diagnostic de maladie?
La peur, l'anxiété, l'inquiétude, oui. Effectivement. Donc, il y a toute une panoplie d'émotions qu'on peut vivre. Hein. Donc, il peut y avoir le choc d'apprendre le diagnostic, le choc d'apprendre qu'on a une maladie. On ne s'attendait pas à ça. Des difficultés à y croire en tant que tel. Il peut y avoir du déni. Peut-être que je vais passer un petit peu de temps à m'occuper avec d'autres choses pour essayer de ne pas y penser. Il peut y avoir de la colère. Ça peut être très déstabilisant, surtout si je n'ai jamais été malade avant. Puis tout d'un coup, je me retrouve avec une maladie qui implique mon bien-être, mon intégrité physique, ma vie, ma mort, la vie, la mort, etc. Donc, ça peut être assez déstabilisant et même traumatisant pour certaines personnes. On va y revenir là-dessus tantôt. À l'autre bout du continuum, je peux aussi être soulagé et être validé. Peut-être que ça faisait un bon bout de temps que je ne me sentais pas bien. Je le savais en quelque part que j'avais quelque chose ou j'avais des doutes. On me disait toujours qu'il n'y avait rien, qu'on ne trouvait rien, mais finalement, on vient de m'attribuer un diagnostic, puis peut-être que je me sens soulagé avec ça, validé. Peut-être que je me sens encouragé maintenant parce que je vais avoir accès à des soins, je vais avoir accès à un traitement. On a parlé des inquiétudes, de l'anxiété, il peut y en avoir beaucoup, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, je peux avoir de l'anxiété avec la famille, il peut y avoir beaucoup de stress au niveau familial, au niveau financier. Si je ne suis pas capable d'aller travailler, qu'est-ce qui va arriver? Si j'ai un travail où est-ce que j'ai accès à des assurances, à un plan de santé et tout ça, c'est une chose, mais si j'ai un travail où est-ce que je n'ai pas accès à ces choses-là, il peut y avoir énormément de stress financier d'impliquer. Le système de soins, je vais commencer à avoir des traitements, à rencontrer divers professionnels de la santé. Ça aussi, ça implique beaucoup de stress. Je peux peut-être me sentir coupable. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être pas pris assez soin de moi-même. Je peux me sentir coupable de ne pas avoir fait assez d'exercice, de ne pas avoir peut-être assez bien mangé. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vivre aussi. La honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser lorsque je vais leur dire ça? Il peut y avoir aussi beaucoup de questions existentielles. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive, ça? Puis quand je rencontre des patients, une des choses, surtout dans le contexte de maladies cardiaques, mais pas seulement, mais surtout quand on a frôlé la mort, où il y a toute la question de vie et de mort qui est impliquée, ça peut mener à toutes sortes de questions existentielles, même par rapport à la vie, par rapport à ma propre mortalité, mes valeurs, mes priorités, etc. Donc, je peux vivre énormément de questions existentielles. Je peux vivre beaucoup de tristesse, perte de plaisir. Il y a des gens qui ont énormément de résilience, puis ils vont peut-être prendre ça avec un peu d'humour. Ils vont faire un peu de farce. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas les chercher, qu'ils ne vivent pas des sentiments plus difficiles, mais ils vont prendre ça d'une certaine façon. Et, etc., on pourrait passer la soirée à parler des différentes émotions. Gardez ça en tête, on va y revenir plus tard. D'accord? Donc, la psychologie, traditionnellement, la psychologie a toujours eu un intérêt pour la santé mentale comme telle. Naturellement, bien, psychologie, psycho c'est la psyché, logie c'est le discours ou l'étude de, donc l'étude de la psyché. Puis, dans les années 50, 60, 70, il y a eu beaucoup d'évolutions à ce moment-là. Il y avait plusieurs psychologues qui faisaient de la recherche sur les comportements reliés à la santé. Puis ils se rendaient compte que, bon, quand les gens font de l'exercice, ils semblent avoir des bons résultats au niveau de leur santé, etc. Et à ce moment-là aussi, il y avait toute la question de médecine comportementale, médecine psychosomatique. Et dans ce contexte-là, la psychologie a énormément évolué. Et lorsqu'on parle de psychologie de la santé et aussi de médecine comportementale, c'est vraiment un mélange des connaissances de diverses disciplines qui inclut
toute la médecine, la biologie, l'épidémiologie, les sciences du comportement, les sciences sociales. Donc, on s'est demandé à ce moment-là, comment est-ce qu'on va former les psychologues du futur? Qu'est-ce qui va être important d'inclure dans la formation? Si on s'éloigne d'un modèle très traditionnel de santé mentale, puis, à ce moment-là, ce qu'ils se sont dit, c'est que ça va être important de former les psychologues à vraiment comprendre ce lien-là. Comprendre en termes de les former aussi à faire de la recherche dans ce contexte-là, d'accroître les connaissances, de contribuer aux connaissances, puis non seulement ça, mais d'intervenir aussi. C'est-à-dire de développer des plans de traitement pour intervenir auprès des gens, pour les aider avec leur santé. Les autres choses sur lesquelles c'était entendu en termes de former les futurs psychologues, c'était de les former à aider les autres professionnels à travailler plus efficacement avec les patients. Donc, quand on parle de soins de santé en tant que tel, traditionnellement, les soins de santé se sont fiés surtout sur un modèle qu'on appelle un modèle biomédical, où on met l'accent sur la santé physique, la biologie comme telle, puis les traitements sont faits pour réparer ou guérir les blessures ou les dysfonctions physiques. Puis dans ce contexte-là, être en bonne santé, selon ce modèle-là, c'est vraiment avoir absence de maladie. Mais on sait très bien, vous savez autant que moi, que c'est pas parce qu'on a absence de maladie qu'on est nécessairement bien. Notre niveau de bien-être et tout ça dépend de beaucoup plus que l'absence de maladie en tant que telle. Donc, il y a eu plusieurs avancées en médecine, en psychologie, puis il y a eu une décision à un moment donné de garder le modèle biomédical, mais de l'agrandir. Puis à ce moment-là, c'est un docteur Engel, qui est un psychiatre, en 1977, qui a proposé, dans un article scientifique, que la médecine au sens large, puis la psychologie également, adopte un modèle qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que notre compréhension de la santé dépend de ces trois domaines-là. La biologie, la psychologie et le contexte social dans lequel on vit. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire en termes de biologie? Bien, on parle de tout ce qui est vulnérabilité génétique, la vulnérabilité biologique, les blessures, être un homme, être une femme, notre système nerveux, donc tout l'organisme comme tel arrive avec certaines caractéristiques qui peuvent nous rendre plus ou moins vulnérables à développer certaines maladies. Il y a tout l'aspect psychologique, c'est-à-dire tous les apprentissages depuis que je suis tout petit, tout ce que j'ai appris dans la vie, mes croyances, mes perceptions de qu'est-ce que c'est que la maladie, mes croyances, mes perceptions par rapport à tout dans ma vie, les émotions que je vis, ma personnalité, mon tempérament, l'adversité, les traumatismes. On sait maintenant, il y a plusieurs recherches qui démontrent, et j'ai deux collègues ici, Dr. Greenman et Dr. Joannis, qui s'intéressent beaucoup à ça. Puis on sait maintenant, de par certaines recherches, que lorsque j'accumule beaucoup de stress, lorsque j'accumule des traumatismes dans la vie, dès un petit âge, tout ça, dans un contexte de développement, va potentiellement me rendre plus vulnérable, éventuellement, à vivre de l'anxiété, de la dépression, puis aussi être vulnérable à développer certaines maladies en tant que telles. Je vous donne un exemple. Si je grandis dans un environnement très jeune, où est-ce que ça peut être assez chaotique, où est-ce que les gens autour de moi, les adultes, j'apprends que je ne peux pas trop me fier dessus, où est-ce que je dois, pour survivre, être aux aguets, être hyper vigilant, voir les choses venir pour me protéger. Alors, à ce moment-là, ça fait en sorte que mon système nerveux s'organise pour me permettre de survivre dans cet environnement-là. Et d'un point de vue développemental, je vais grandir avec un système nerveux qui va être sensible à ces choses-là pour me permettre de
de survivre là-dedans. Mais rendu plus tard, peut-être que j'ai plus besoin d'avoir cette hypervigilance-là. J'ai peut-être pas besoin de tout le temps penser à qu'est-ce qui va venir et de me protéger. Mais ça peut me rendre quand même, une fois que je suis adulte, plus vulnérable à vivre de l'anxiété. Parce que je reste aux aguets. Donc, mon cerveau, mon système nerveux s'est habitué et on sait que quand il y a quelque chose qui grandit, l'énergie va aller où est-ce qu'il y a une nécessité. Et ce qui est moins nécessaire est parfois moins développé en tant que tel. Puis, au niveau social, ben, on ne grandit pas, on ne vit pas dans un silo, on vit dans un contexte social. Et ça inclut tout le support familial, les amis, la culture, les traditions, l'éducation, etc. Donc, ce modèle-là, cette façon-là de voir ou de comprendre le bien-être, la santé, la maladie, c'est une philosophie, c'est une manière de voir les choses et d'expliquer tout ça. Puis on part vraiment du très large et ça inclut l'intra-individuel, le physique, jusqu'au plus petit au niveau des molécules puis des cellules en tant que telles. C'est aussi une pratique, c'est-à-dire que on reconnaît selon cette approche-là ou cette pratique-là, notre manière de pratiquer, de travailler avec les gens est influencée. Puis, on reconnaît que l'expérience globale de l'individu est vraiment essentielle pour bien comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas juste le physique et le biologique qui est important, mais il y a le tout. Pour pouvoir bien comprendre, diagnostiquer, considérer diverses approches, divers traitements, si on veut vraiment avoir une approche centrée sur le patient, c'est important d'adhérer à un tel modèle en tant que tel. Puis, très important aussi dans le contexte interprofessionnel. On vit à une époque où on met beaucoup d'accent, même ici à Montfort, on met beaucoup d'accent pour développer et renforcer des équipes multidisciplinaires où est-ce que chaque professionnel, chaque profession contribue à la compréhension qu'on a des gens et vont contribuer également à toute la question d'offrir des services pertinents et complets pour la personne. Donc, les messages à retenir pour cette première partie-là. La psychologie de la santé, ça s'intéresse à identifier et comprendre comment le corps, l'esprit, les comportements et même le contexte social interagissent ensemble dans le contexte du bien-être, de la santé et de la maladie. Puis en pratique, sa raison d'être, c'est vraiment d'aider les gens à trouver en eux et autour d'eux les ressources nécessaires pour bien gérer leur santé, leur bien-être et la maladie. Donc, en d'autres mots, les aider à faire face à la maladie en tant que telle. Ça va? Ça a du sens? Ça a de l'allure? OK? Vous me le dites si ça n'a pas d'allure. Il ne faut pas se gêner. Alors, là, on est à deuxième partie, donc la santé physique et psychologique. Et on va parler un petit peu du lien bidirectionnel. Donc, on sait très bien, puis vous le savez autant que moi, même intuitivement, le corps et l'esprit sont vraiment liés. Qui ici a déjà vécu en étant stressé par rapport à quelque chose, le cœur qui bat plus vite, la pression sanguine qui s'élève, des fois on ne le sait pas, mais on peut le sentir, on devient rouge, etc. Des fois on peut avoir des tremblements, on peut avoir la bouche sèche. Donc, quand on fait une présentation, on est obligé d'avoir notre verre d'eau. Ça, c'est pour dire que moi-même, ici, je vis un peu de stress et donc j'ai ces réactions-là. C'est très normal. OK? Donc, on le sait intuitivement qu'il y a un lien. Maintenant, il y a d'autres types de liens qui ne sont pas si évidents que ça. Et on sait qu'il y a certains états psychologiques qui peuvent influencer l'apparition ou l'exacerbation de certaines maladies. Et vice-versa, lorsque une maladie X s'installe, ça peut influencer notre état psychologique. Donc, c'est un lien vraiment bidirectionnel en tant que tel. Okay? Si on parle un petit peu des maladies chroniques,
Et ça, c'est des données canadiennes ici. Il y a jusqu'à 87% des gens, des Canadiens, qui vont être touchés par une maladie chronique au cours de leur vie. Jusqu'à la moitié d'entre ça vont souffrir d'une dépression en lien avec leur maladie chronique. Juste pour avoir un point de référence, ici, dans la population générale, le taux d'anxiété et de dépression chez les gens qui n'ont pas de maladie chronique va être à peu près de 11-12%, juste pour avoir un point de référence. Donc, encore ici des statistiques de Santé Canada. Donc, 44% des adultes de 20 ans et plus ont au moins une de ces 10 maladies chroniques-là. Donc, on parle ici de l'hypertension. Il ne faut pas appuyer là-dessus trop longtemps. Donc, l'hypertension, l'arthrose qui cause naturellement de la douleur chronique, les troubles de l'humeur et les troubles anxieux qui sont aussi vus comme des conditions chroniques, l'ostéoporose, le diabète, l'asthme, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, donc les MPOC. Si vous m'entendez parler des MPOC plus tard, c'est ce que c'est. Les maladies cardiaques, le cancer, la démence. Donc, on parlait tantôt d'un taux de dépression et d'anxiété dans la population générale de 11 à 12%. On peut voir ici, au niveau de ces maladies chroniques-là, le taux de dépression qui est pas mal plus élevé que 11 à 12%. Le diabète. Donc, il y a un risque accru de développer une dépression lorsqu'on a le diabète et vice-versa. Lorsqu'on a de la dépression, ça augmente le risque de diabète. Lorsque les deux se présentent en même temps, il y a une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, puis aussi de mortalité en tant que telle. Puis on sait aussi qu'au niveau du diabète, il y a jusqu'à 40% des gens qui souffrent de diabète qui vont avoir aussi des symptômes assez élevés d'anxiété. Mais c'est vraiment, il y a un lien bidirectionnel. C'est pas pour dire que tous les gens déprimés vont développer du diabète et tous les gens qui ont du diabète vont développer de la dépression. Mais il y a suffisamment au niveau des statistiques de liens là pour pouvoir parler quand même un lien bidirectionnel. Les maladies du cœur. On sait que les facteurs psychologiques, la dépression, l'anxiété, la détresse soutenue, ce sont des facteurs de risque qui sont tout aussi importants et même indépendants des autres facteurs de risque classiques qu'on connaît, le tabagisme, le manque d'exercice, manger moins bien, etc. Ce sont des risques qui ont une incidence qui est tout aussi importante. Et ça, c'est des choses auxquelles souvent on ne pense pas. On pense vraiment, on fait tout de suite le lien avec des facteurs plutôt physiques ou de style de vie, mais on pense un petit peu moins aux facteurs psychologiques. Mais on voit ici qu'il y a vraiment un lien important. Maladie du cœur et symptômes dépressifs. Donc, il y a à peu près une personne sur deux, à peu près jusqu'à 50% des gens qui ont une maladie du cœur qui vont vivre de la tristesse, de la perte de plaisir, des sentiments de découragement par rapport à l'avenir. Souvent, ce qu'on entend en clinique, c'est que je ne suis plus la même personne que j'étais. Je trouve ça difficile. Je ne me reconnais plus. Je n'ai plus les mêmes capacités qu'avant. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est très normal de vivre des émotions comme ça, de vivre des symptômes comme ça. Mais si ceci se détériore et s'aggrave, c'est là qu'on peut parler un petit peu plus de ce qu'on appelle une dépression comme telle. Puis, juste pour votre information, quand on parle de dépression, on parle vraiment d'un sentiment persistant de tristesse, de désespoir, et c'est associé aussi à ces autres symptômes-là ici. Donc, perte de la capacité à ressentir du plaisir, diminution du désir sexuel, etc. Il peut y avoir aussi des idées de s'enlever la vie.
Donc, les études indiquent que lorsqu'on a une maladie du cœur, ça nous rend jusqu'à 3 fois plus vulnérables à développer de la dépression. Puis, lorsqu'une dépression se déclare suite à une crise cardiaque, surtout dans les 6 mois ou l'année suivante, ça peut augmenter de 3 à 5 fois le risque de récidive ou de mortalité en tant que tel. Donc, c'est des statistiques qui sont quand même assez impressionnantes. Si on parle de l'anxiété un petit peu, encore là, c'est très normal. Une personne sur 5 avec une maladie cardiaque va vivre des symptômes d'anxiété, nervosité, inquiétude, agitation, et tout ceci est normal. Mais si ça se rempire, puis ça commence à interférer avec notre qualité de vie, puis notre fonctionnement, c'est là qu'on peut peut-être parler un petit peu plus d'anxiété importante. Et à ce moment-ci, on peut parler d'inquiétude excessive, de la difficulté à se détendre, à relaxer, avoir de la difficulté à tolérer l'incertitude, ne pas savoir ce qui s'en vient. Mon sommeil peut être affecté. Souvent aussi, ce qu'on va voir suite à un événement cardiaque, puis le monsieur dans la vidéo en a parlé un peu, c'est qu'on devient très hyper vigilant par rapport à toute sensation physiologique autour de la cage thoracique. Et des symptômes qui, en temps normal, passeraient inaperçus, mais parce que j'ai eu un événement cardiaque, tout d'un coup, ça passe pas inaperçu. Et ça capte toute mon attention. Puis je peux interpréter certaines sensations physiologiques tout à fait normales comme étant le signe qu'il y a de quoi de dangereux ou je vais peut-être avoir une autre crise cardiaque. Donc tout ça fait partie de l'anxiété qu'on peut vivre. Donc les études démontrent qu'il y a juste qu'à 20 à 30 des gens qui vont développer des symptômes d'anxiété. Puis on sait aussi que l'anxiété soutenue augmente en soi le risque de développer ou d'exacerber des maladies coronariennes. Donc, il y a une étude qui a été faite en 2010, une méta-analyse. Ils ont regroupé 20 études ensemble de faits à différents endroits dans le monde. Puis ça comptait environ 250 000 patients. Puis ils se sont rendus compte que même en contrôlant pour d'autres variables médicales, l'anxiété est ressortie comme étant un facteur qui peut influencer le développement de maladies coronariennes. Les maladies du cœur et le stress comme tel. Donc, vivre un événement cardiaque, vivre une crise cardiaque ou une autre intervention cardiaque peut occasionner énormément de stress, de détresse. C'est tout à fait normal, suite à un incident, par exemple, d'avoir des souvenirs de l'incident, d'avoir peut-être des cauchemars, peut-être de la sensation de revivre certaines parties de mon événement cardiaque. Et ça aussi, c'est très normal, ça peut durer quelques mois. Mais puis, il y a à peu près pour la moitié des gens que ça va s'estomper par soi-même. Puis, il y a une autre moitié chez qui il y a un risque de développer ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique. Puis un trouble de stress post-traumatique, c'est un petit peu la même chose que les soldats, lorsqu'ils reviennent de situations de guerre, vont vivre. Il va y avoir une panoplie de symptômes de revivivance, de pensées, de souvenirs intrusifs par rapport à ce qui est arrivé. Donc, l'événement traumatisant, des flashbacks, des cauchemars, les images qui nous reviennent, puis les souvenirs que l'on a, sont aussi accompagnés d'une certaine surexcitation physiologique. Donc, je vais avoir le cœur qui débat lorsque je pense à ces événements-là. Des autres symptômes qu'on peut avoir aussi, donc l'impression de revivre l'événement nouveau, une certaine hypervigilance. Je peux avoir aussi, puis ça c'est quand même très fréquent, un genre de sentiment d'être détaché de mon corps ou de mon environnement. Un petit peu, on appelle ça de la déréalisation ou de la dépersonnalisation. Et ça aussi, c'est quand même assez fréquent dans le contexte de cette détresse-là. C'est très déplaisant. Et naturellement, ce qui est déplaisant, on essaie de l'éviter. Hein? C'est très normal. Et qu'est-ce qu'on fait pour éviter? C'est qu'on évite tout ce qui nous rappelle l'événement. Puis ça peut inclure les médicaments que je prends, les rendez-vous avec les médecins, etc.
Donc, vous pouvez voir comment ce comportement d'évitement-là, si je commence à éviter ces choses-là, parce que je veux oublier ce qui est déplaisant, peut avoir des répercussions. Si je ne suis pas les traitements qu'on me suggère, ça peut me rendre plus vulnérable. Donc, les études indiquent qu'après une crise cardiaque, il y a jusqu'à 24% des gens qui vont développer des symptômes de stress post-traumatique. De ça, il y en a 15 à 20% qui vont développer un diagnostic en tant que tel. Puis comme je disais tantôt, une des caractéristiques du stress post-traumatique, c'est d'éviter tout ce qui nous rappelle l'événement, qui peut être problématique lorsqu'on commence à éviter ou d'adhérer au traitement. Donc, ce lien bidirectionnel-là, comment ça se fait? C'est quoi les divers mécanismes en arrière de ça? Il y en a plusieurs. On ne les connaît pas tous. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas à ce niveau-là. Mais il y a différentes hypothèses. Puis, une hypothèse qui est assez... les quelques-unes qui sont assez importantes, c'est que, par exemple, la dépression, ou quand je dis dépression ici, c'est vraiment tout ce qui inclut dépression, anxiété, la détresse soutenue. Quand on vit beaucoup de stress pendant des périodes soutenues, ça occasionne de l'inflammation chronique au niveau du corps, de manière systémique. Puis cette inflammation chronique-là, ou l'inflammation chronique comme telle, c'est vraiment à la base de ce qu'on appelle la pathogénèse ou du développement de diverses maladies, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires, cérébrales, le diabète, l'arthrite, certains types de cancers, la douleur chronique aussi, ça implique beaucoup d'inflammation. Il y a aussi, disons, la détresse psychologique peut aggraver la formation de caillots. Donc, naturellement, ça nous rend plus vulnérables aussi à développer certains problèmes de santé. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Ça, c'est le genre de terme que vous pouvez sortir le dimanche soir au souper de famille. Comment va ton axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien? Alors, tout ce que ça veut dire, ça, c'est qu'au niveau du système nerveux central, il y a un lien avec le système endocrinien. Puis lorsqu'on est très stressé, il y a une hormone de stress qui est sécrétée, le cortisol. Puis, lorsque cette hormone-là, elle est, disons, quand le système est toujours en marche de manière chronique, c'est là que ça peut devenir un petit peu plus problématique dans le sens que ça affecte ça, la régulation de divers processus. Ça affecte l'humeur, les émotions, ça peut affecter la digestion, même le stockage des graisses. Donc, les graisses vont commencer à s'accumuler un peu plus autour de la taille et c'est toujours un petit peu plus problématique pour certaines maladies d'avoir plus de gras autour de la taille comme telle par rapport à d'autres endroits. Ça peut affecter la réaction des cellules à l'insuline qu'on voit dans le contexte du diabète de type 2. Hein. C'est relié en partie à une augmentation de résistance à l'insuline. Il y a plus de cholestérol qui est sécrété, la tension artérielle augmente, etc. Donc, on voit ici au niveau de la réponse au stress comment le corps réagit. Et donc, ici, ce n'est pas tant ce qu'il y a dans les cases qui est important, mais j'ai mis ça ici parce que je trouve que c'est intéressant de voir toute la cascade de réactions biochimiques qui se passent dans le système lorsqu'on part de la dépression. Puis, il y a toute cette cascade-là de choses qui se passent qui augmentent mon risque d'événements cardiaques en tant que tel. Okay? On a parlé un petit peu des mécanismes biologiques. Il y en a d'autres, on ne peut pas en parler là, en détail de tout ce qui est connu, mais ça donne un petit peu un échantillonnage de ce qui se passe. Puis, il y a aussi des mécanismes comportementaux, des mécanismes psychologiques. Donc, quand on vit de la détresse psychologique, bien, ça affecte notre sommeil.
Lorsque notre sommeil est affecté, ça affecte certaines fonctions au niveau du corps, même au niveau du cerveau en tant que tel. Ma concentration n'est pas la même, mon humeur n'est pas la même. Ça me rend peut-être plus vulnérable aussi si je n'ai pas de motivation, j'ai moins d'énergie. Ça me rend plus vulnérable à adopter des mauvaises habitudes de vie, de me laisser tomber dans différents comportements à risque. Ma tolérance aux irritants s'affaiblit, je ne suis pas autant tolérant. Je peux avoir tendance à vouloir me retirer socialement. Je n'ai pas le goût de voir les gens, je n'ai pas le goût d'être avec les gens. Et ça affecte aussi notre fonctionnement, et etc. Donc, il y a une série de différents comportements qui sont changés et qui me rendent plus vulnérable à développer certains problèmes de santé en tant que tel. Donc, on a parlé du diabète, on a parlé des maladies cardiaques. Ça, c'est des grands domaines dans lesquels la psychologie de la santé peut être utile, ou que ça peut être utile de consulter un psychologue. Mais il y en a d'autres. Toutes les maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn, la fatigue chronique, les troubles du sommeil, l'insomnie, le cancer, les maladies dégénératives, la fibromyalgie, les MPOC comme telles, l'anxiété face à la santé, même la perte d'un membre, sans nécessairement que j'ai une maladie, mais si j'ai vécu un accident de travail, j'ai perdu un membre, j'ai perdu un œil, etc., ça affecte mon fonctionnement, et c'est le genre de choses aussi avec lesquelles on travaille en psychologie de la santé. Puis aussi, quand il y a des symptômes physiques qui n'ont pas vraiment d'explication médicale en tant que telle, on peut travailler avec ça. Les messages à retenir pour cette section-là, c'est que, naturellement, la santé physique a un effet sur la santé psychologique, et ma santé psychologique a un effet sur ma santé physique en tant que telle. Puis ce lien-là, il est vraiment entretenu par des mécanismes biologiques, toutes sortes de réactions biochimiques, des mécanismes psychologiques, donc comment je pense, comment je vois les choses vont influencer comment je me sens, puis aussi comment je me comporte comme tel. Mes comportements en tant que tels peuvent être avantageux ou désavantageux par rapport à notre santé. OK? Rôle et contribution du psychologue. Donc, on avait cette question-là au début, en espérant que ça peut jeter un petit peu de lumière. On va parler un petit peu du rôle en tant que tel. Puis après ça, je vais vous parler de thèmes récurrents que je vois dans ma pratique comme tel. Okay? Donc, quand vous allez voir un psychologue, à quoi vous pouvez vous attendre? Donc, il y a une série de choses. On fait une évaluation, puis un diagnostic. Donc, la première fois, on va passer peut-être une bonne heure, des fois peut-être un peu plus que ça. On va poser toutes sortes de questions sur ce qui vous amène à consulter pour vraiment avoir une bonne saisie, une bonne compréhension de ce que vous êtes en train de vivre, puis d'identifier vos besoins. S'il y a un diagnostic à faire, on va le faire, on est formé pour faire ça. Puis, une fois que l'évaluation est terminée, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit avec la personne, puis on donne du feedback sur l'évaluation. On communique ce qu'on pense, comment on comprend ce qui se passe. Puis, s'il y a un diagnostic, bien, on va communiquer le diagnostic, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique et tout ça. On va faire de l'éducation par rapport à ça. Puis après ça, on va proposer un traitement adapté qui pourrait peut-être répondre aux besoins de la personne. Ça peut impliquer différentes modalités. C'est un travail qui est très, très collaboratif. Donc, on va présenter différentes options, puis on va arriver à prendre des décisions de manière collaborative avec la personne. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que les traitements qu'on offre, le travail qu'on fait, ça va au-delà d'écouter et donner des conseils. Ce qu'on propose, c'est vraiment des traitements. Puis chaque traitement a des ingrédients actifs. On sait par la recherche que pour traiter telle condition, ou pour approcher tel problème, il y a tel et tel ingrédient actif qui devrait faire partie
du traitement parce que la recherche démontre que ces ingrédients-là, c'est des ingrédients qui apportent un impact positif et qui fonctionnent également. Donc, on se fie beaucoup sur ce que la recherche recommande comme étant des bons traitements. Puis, on va aussi passer du temps à construire avec la personne une compréhension de ce qu'elle vit. Puis encore là, c'est un travail qui est collaboratif, puis on fait ça ensemble, puis la personne est capable de dire, ben oui, je suis d'accord avec ça, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et on construit un petit modèle de ce qui se passe, ces façons de penser. Ce petit modèle-là qu'on développe, ça inclut les façons de penser, les émotions, les comportements, les habitudes. On peut parler de certains traits de personnalité ou certaines manières d'être que la personne a. On peut parler d'expériences du passé, des expériences traumatisantes. On va regarder les forces, on va regarder les vulnérabilités, on va regarder la résilience également. Puis, on va travailler avec toutes ces choses-là. Les autres choses qu'on peut offrir, c'est de l'éducation par rapport à la santé, de l'éducation par rapport à la maladie en tant que telle. Donc, on regarde qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir telle maladie. On va aider aussi les gens ou la personne à considérer d'autres manières de voir les choses qui peuvent être peut-être plus aidantes. On développe tous, vous et moi, même les psychologues, les médecins ne sont pas à l'épreuve de ça, mais on développe toutes des façons de voir la vie, des façons de voir les choses, des façons de se comporter qui, à un moment donné, peut-être nous servaient très, très bien. Peut-être que mon attitude de viser toujours la perfection dans ce que je fais, peut-être que ça m'a très, très bien servi pendant des années. Ça m'a permis d'avoir un bon emploi, de compléter des études, etc. Puis quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'énergie, bien, mon perfectionnisme peut-être m'a énormément aidé. Ça m'a apporté des bonnes choses. Mais en vieillissant, la vie change, on vieillit, on a moins d'énergie. Des fois, il y a de la maladie, une maladie qui s'installe. Donc, j'ai peut-être pas la même endurance qu'avant, j'ai pas la même énergie qu'avant. Et là, mon perfectionnisme qui m'a si bien servi dans le passé, peut-être qu'il me sert plus trop bien. Peut-être que mon perfectionnisme, maintenant, là où j'en suis dans ma vie, me cause peut-être plus de problèmes et d'ennuis que d'autres choses. Puis à ce moment-là, peut-être que ça serait serviable de réviser ça. Est-ce que je serais prêt, par exemple, à réviser mon perfectionnisme? Est-ce que je serais prêt à laisser aller ça un petit peu, puis développer un petit peu plus de flexibilité? Donc ça, c'est le genre de choses qu'on va travailler également avec les gens. Des fois, on veut absolument faire quelque chose, on veut faire de l'exercice, on veut changer certaines habitudes, mais on n'y arrive pas. On se dit qu'on va le faire, on vient pour le faire, mais on ne le fait pas. Donc, on peut regarder, analyser un petit peu tout ce qui se passe quand on vient pour faire un comportement, puis on n'arrive pas à le faire. C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe dans ma tête au moment où je me dis, bien, je vais faire de l'exercice? Je me dis quoi? Qu'est-ce que je fais? Okay? Puis on va essayer de désamorcer ça, trouver des solutions à ça. On va travailler à diminuer le sentiment d'impuissance, puis aller dans le sens contraire, augmenter le sentiment de compétence à gérer sa santé, sa maladie, les effets secondaires, etc. Identifier des pistes de solutions. On va aider aussi les gens à prendre des décisions. Souvent, dans un contexte de maladie, on est bombardé de décisions à prendre, des choix à faire. C'est pas évident. Puis on reçoit des conseils de tout le monde. Et des fois, on peut se sentir un petit peu perdu là-dedans. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est de travailler avec les gens pour les aider à faire du sens de ça. Puis arriver à prendre leurs propres décisions éclairées comme telles. Des fois, ça peut aller dans le sens des conseils que j'ai reçus. Des fois, ça ne va pas nécessairement dans le même sens, mais l'idée, c'est de développer l'habileté à prendre des décisions éclairées. Transiger de manière saine avec notre entourage.
Des fois, il y a beaucoup de membres de la famille ou des amis qui veulent nous aider, mais ils ne savent peut-être pas nécessairement toujours comment s'y prendre. Puis nous, des fois, on a des réactions qui peuvent être peut-être un petit peu brusques ou qui n'invitent pas nécessairement l'aide des autres. Donc, on va transiger avec ça pour développer des manières de faire qui sont plus efficaces en tant que telles. Favoriser l'adaptation à la maladie, s'adapter à une nouvelle maladie, puis aussi les limites que cette maladie-là m'apporte. On va le voir tantôt, c'est un processus qui prend du temps. Donc, on va travailler avec ceci. Puis vraiment, optimiser la qualité de vie. Ce n'est pas parce que j'ai une maladie chronique que je ne peux pas avoir de qualité de vie. Ce n'est pas parce que j'ai une maladie chronique que je ne peux pas être bien dans ma peau. C'est tout à fait possible. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Je peux très bien vivre avec une maladie chronique. Même s'il y a certaines limitations, même s'il y a des choses que je dois faire, des médicaments que je dois prendre, etc., je peux très bien vivre avec ça. Des fois, pendant longtemps aussi. Donc, d'optimiser la qualité de vie. Prendre un rôle actif par rapport à la gestion de sa maladie, plutôt que passif. Souvent, il y a beaucoup de perte d'autonomie avec certaines maladies. Donc, comment composer avec cette perte d'autonomie-là? C'est pas facile, ça. Si j'ai toujours été quelqu'un qui était très indépendant, je ne me fiais pas sur les autres. Au contraire, c'est les autres qui se fiaient sur moi. Puis là, tout d'un coup, je suis obligé d'avoir de l'aide, je suis obligé de demander de l'aide. C'est pas évident, ça. OK? Mais il y a des manières de transiger avec ça. La résolution de deuil, il y a beaucoup de deuil d'associés à la maladie. Le deuil, c'est pas juste pour ou en lien avec la perte d'un être cher, mais si je développe une maladie puis je ne peux plus faire les choses que je faisais avant, il y a beaucoup de deuil avec ça. Il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Okay? Souvent, les gens vont dire, je ne suis plus la personne que j'étais avant. Je ne me reconnais plus. Donc, c'est un deuil, ça. Okay? Il y a un petit peu la vie avant la maladie X et après la maladie X. Apprendre à aller au-delà des éléments difficiles de la maladie. Vraiment reconnaître c'est quoi nos priorités, c'est quoi nos valeurs. Et des fois, de développer une certaine maladie va vraiment m'amener à regarder c'est quoi qui est important pour moi. Comme le monsieur tantôt dans la vidéo, il mentionnait que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pris en considération sa famille, passé du temps avec sa famille et tout ça. Et le fait d'être malade l'a vraiment amené à reconnaître l'importance de ça. Donc, des fois, il y a des bonnes choses qui peuvent sortir de ça. Puis on ne s'en rend pas nécessairement compte. D'autres choses qu'on fait, on peut agir à titre de consultant avec d'autres professionnels de la santé, donc en matière de psychologie et comportement, à savoir comment approcher les patients, comment expliquer certaines choses. Des fois, tout est dans la manière qu'on va expliquer quelque chose. Puis, on fait de la recherche. Les psychologues, c'est un peu particulier aux psychologues et les médecins, pour la médecine aussi, c'est comme ça, mais on est vraiment formés pour être des cliniciens et des chercheurs. Donc, on fait de la clinique, on voit des patients, mais on fait aussi de la recherche. Puis souvent, dans le contexte hospitalier, on va beaucoup faire de recherche qu'on appelle la recherche appliquée. Donc, on met sur pied des traitements et on en vérifie l'efficacité. Donc, les messages à retenir. En tant que psychologue, on travaille en tant que clinicien, en tant que consultant, en tant que chercheur. Bon, parlons maintenant de certains enjeux psychologiques qu'on rencontre souvent en pratique clinique. Donc, juste pour rappeler que on vit toutes sortes d'émotions quand on vit avec une maladie chronique. D'où vient le stress des maladies chroniques? Bien, ça vient de différentes sources. Donc, avoir frôlé la mort ou la crainte de mort imminente. Il y a une baisse d'endurance, de fatigue, les changements radicaux au niveau
de la qualité de vie, de par certaines choses que je ne peux plus faire, etc. Les émotions. Je vous ai dit qu'on reviendrait au thème de chien, hein? Vous allez voir. Alors, les émotions. Les émotions viennent, partent, reviennent, partent et reviennent encore. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est vraiment important de se donner la permission de vivre ces émotions-là. Puis, pour beaucoup, beaucoup de gens, ce que je me rends compte dans ma pratique clinique, c'est que beaucoup de gens ont tendance à se sentir défectueux pour vivre telle émotion. Comment souvent vous avez déjà eu le message « Mais voyons donc, sens-toi pas comme ça. Tu n'as pas raison de te sentir comme ça. Tu devrais être content. Hein? » C'est des choses qu'on a tous déjà entendues. Et donc, c'est quoi le message qu'on reçoit quand on entend ça? C'est que je ne devrais pas me sentir comme ça. Donc, j'apprends, ou je peux apprendre dès un jeune âge que je ne devrais pas me sentir comme je me sens. Donc, quand je me sens comme je me sens défectueux. OK? Donc, très important de se donner la permission de vivre nos émotions. Souvent, je vais dire à mes patients, c'est correct de te sentir triste. Il n'y a rien de mal avec ça. Prends le temps de te sentir triste. Prends une demi-heure d'après-midi quand que ça vient, une demi-heure, 3/4 d'heure, sens-toi triste. Puis après ça, bien, passe à autre chose. Donc, on essaie de trouver un équilibre entre vivre ces émotions-là, puis après ça, bien, passer à autre chose, pour ne pas juste rester là-dedans. Ce n'est pas un signe de défectuosité. Avoir un petit peu de compassion envers soi-même. OK? Très important. Ça veut dire quoi, ça, avoir de la compassion envers soi-même? Ça peut être fait de différentes manières. Mais une manière de le voir, c'est que, tu sais, on a toute notre petite voix à l'intérieur, là. On se parle, un petit peu notre conscience, mais on est toujours en train de se parler à l'intérieur. Bien, plutôt que de me critiquer avec cette voix-là, plutôt que de me dire que je ne devrais pas me sentir comme je me sens, pourquoi pas me parler avec un petit peu plus de gentillesse puis de bienveillance? OK? C'est pas juste les autres qui méritent ça. Nous-mêmes, on mérite ça. Puis on le mérite de nous-mêmes. On n'a pas besoin d'attendre après les autres pour se traiter avec gentillesse et bienveillance. Essayez de ne pas porter de jugement catégorique par rapport à soi-même, même par rapport aux autres. Il n'y a personne de parfait. Okay? La vie, on en fait des erreurs dans la vie, ça fait partie de la vie. Puis souvent, ce qu'on discute, ou ce que je discute avec les patients, c'est que la vie, c'est un terrain d'essai. La vie, c'est une pratique. On est toujours en train de se pratiquer à être mieux, à faire les choses mieux, ou à être des meilleures personnes. Puis on n'a jamais fini. C'est un processus qui ne se finit pas, ça. C'est continu. Puis ça demande de l'effort. Et c'est pas parce que ça me demande un effort que je suis défectueux. C'est pas parce que ça demande un effort que je m'y prends pas bien. C'est normal que ça prenne un effort. C'est normal que ça soit difficile. Okay? Tout a ses avantages et désavantages. Il n'y a absolument rien qui n'a pas d'avantages et de désavantages. Et c'est important de considérer ces deux côtés-là, ces d'autres aspects-là en tant que tels. Okay? Puis de développer l'habileté, même avec d'autres personnes, de développer l'habileté à les considérer à la fois avec leurs avantages et leurs désavantages. Des fois, je peux avoir tendance à les voir juste tout le temps avec leurs avantages ou juste tout le temps avec leurs désavantages, ce qui peut me causer beaucoup d'irritation. Mais si j'apprends à les considérer avec leur pour et leur contre en même temps, des fois, ça allège la chose. Donc, notre santé nous affecte, nous, mais aussi notre entourage, surtout notre conjoint, notre conjointe, la famille. Donc, on a notre couple ici. La communication, c'est un défi. On sait aussi qu'avec les maladies chroniques, diverses maladies chroniques, il peut y avoir beaucoup de problèmes sexuels, soit dus à la maladie, soit dus à certains médicaments
comprend. Donc ça peut causer des tensions. Puis souvent, les gens autour de nous qui nous aiment, ils veulent nous aider, mais ils ne savent pas toujours comment le faire. Des fois, je vais entendre des gens me dire « Mon mari, ma femme est toujours en train de me dire quoi faire. Elle me dit de manger mes légumes, de faire attention, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, puis ça me tombe ses nerfs. Hein? Donc, à ce moment-là, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, puis des fois, ce qu'on réalise, c'est que peut-être ce qui est dit, c'est « mange pas tes légumes, puis fais pas ci, fais pas ça », mais dans le fond, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est quoi? C'est que finalement, c'est que je t'aime, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose, puis j'aimerais ça que tu prennes un petit peu plus soin de toi-même, parce que ça me fait peur. C'est ça vraiment qu'elle veut dire. OK? Donc, on va essayer de faire du sens de ces choses-là. En parler, très important et pas à sous-estimer. Donc, parler de ce qu'on vit, parler de nos émotions, il n'y a rien de mal avec ça. Et on sait maintenant, puis il y a beaucoup de recherches là-dessus, se sentir aimé, apprécié, compris, soutenu, a vraiment un effet protecteur sur la santé. Il y a même des études qui ont fait des tests, puis on a mis par exemple une personne devant une situation stressante, ça peut être une image par exemple, et puis on prend des mesures électrophysiologiques de ce qui se passe, on va prendre des mesures même au niveau du cerveau. Puis après ça, on va comparer cette réponse-là physiologique avec une autre condition qui est de regarder la même situation stressante, mais avec quelqu'un qui nous tient la main. Puis on a remarqué que le cerveau réagit différemment dans la condition où il y a quelqu'un qui nous tient la main. Okay? Le cerveau, le système nerveux va avoir une réaction différente. Donc, ce n'est pas juste psychologique, il y a même quelque chose vraiment physiologique qui se passe à ce niveau-là. Et ce n'est vraiment pas à sous-estimer. L'expérience du diagnostic, ça on en a parlé aussi, ça peut être très déstabilisant et traumatisant, surtout lorsque j'ai peut-être frôlé la mort comme telle, ça peut être assez traumatisant. Surtout si je n'ai jamais été malade ou je croyais être en bonne santé, mais finalement j'apprends du jour au lendemain que j'ai une maladie assez sérieuse. Ça peut mener à diverses questions existentielles. M'apprivoiser à quoi? À la maladie, aux différentes limitations que peut-être la maladie peut m'apporter. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la maladie ou la perte au niveau fonctionnel comme telle, ça ne fait pas partie de mon identité. Je ne me vois pas comme quelqu'un qui a une maladie cardiaque ou je ne me vois pas comme quelqu'un qui a le diabète. Ça ne fait pas partie de mon image de moi-même. Puis de ne plus être capable de faire activité X, ça ne fait pas partie de moi, ça. Parce que ça fait 55 ans que je fais ces activités-là. Ça fait 50 ans que je me vois d'une certaine manière, puis tout d'un coup, je me vois qu'il y a cette chose-là qui s'impose sur moi. Et je n'ai pas demandé ça, moi, je n'ai pas demandé cette maladie-là, mais ça a une incidence sur mon image de moi-même. Okay? Puis mon identité en tant que telle. Donc, des fois, c'est qu'au niveau de mon esprit, psychologiquement, je veux faire telle affaire parce que je l'ai toujours fait, puis ça fait partie même de mon identité de faire ça. Mais le corps ne suit pas. Donc, c'est frustrant, ça. Et ça prend du temps avant que le cerveau, avant que psychologiquement, on intègre cette nouvelle réalité-là à notre concept de soi, à notre image de soi-même. C'est un processus qui prend du temps. Pas juste des semaines ni des mois, mais ça peut prendre des années en tant que tel. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Okay? Donc, prendre le temps de s'apprivoiser à sa maladie, à ses nouvelles limites, puis vraiment apprendre à connaître ma condition, les recommandations, ma nouvelle réalité comme telle. Prendre le temps de s'apprivoiser à ça, puis de bien connaître ça. Développer l'attitude à tolérer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Il y a plusieurs irritants, il y a plusieurs inconforts, incertitudes, l'inconnu. La vie, elle est pleine de bonnes choses, de moins bonnes choses, puis de choses neutres. Okay? Et lorsqu'on essaie d'adopter des nouveaux comportements, surtout quand on essaie de gérer sa santé, sa condition de santé, etc. Mais c'est vrai pour n'importe quel comportement aussi. C'est difficile. Puis ça, c'est normal. C'est normal que ça soit difficile. C'est normal que ça prenne du temps. C'est normal que quand on essaie une nouvelle manière d'être ou qu'on essaie un nouveau comportement, ça va être difficile. On va se sentir boiteux, on va se sentir incompétent au début. Puis c'est correct, ça. Ça ne veut pas dire que je ne m'y prends pas bien. Au contraire, c'est juste normal. Donc, se donner la permission de tolérer cet inconfort-là jusqu'à temps que j'adopte le nouveau comportement. Puis faire des expériences comportementales. Souvent, ce que je vais faire avec des gens avec qui je travaille, c'est de dire, ben garde, par exemple, disons que je suis une personne qui ne s'affirme pas tout le temps. J'aurais le goût de m'affirmer, mais je trouve donc ça difficile. Et donc, je dis toujours oui à tout. Puis à un moment donné, bien, ça s'accumule. Puis si, en plus, j'ai développé une maladie, puis je n'ai pas la même endurance, je n'ai pas la même énergie, puis je continue à dire oui à tout, qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Bien, j'en ai trop. Okay? Puis ça devient écrasant. Donc, peut-être que je veux travailler sur mes habiletés à m'affirmer. Mais au début, bien, ça va être difficile, m'affirmer. Ça va me causer beaucoup d'anxiété. Mais si je veux passer à travers, c'est important de tolérer cette anxiété-là pour essayer un nouveau comportement, faire une expérience. Donc, on va partir, on va dire, bien, d'ici à notre prochaine rencontre, là, profite de diverses occasions pour dire non, t'affirmer. Puis, tu vas te sentir boiteux ou boiteuse, puis c'est correct. Puis, quand tu vas revenir la semaine prochaine, on va en parler. Puis, on va regarder qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, puis on va travailler à raffiner ça. OK? Et tout ça peut être fait dans le contexte de mieux gérer, apprendre à gérer sa maladie chronique. En parallèle aux choses négatives, parce que c'est sûr que d'avoir une maladie apporte des choses négatives, mais en quelque part, est-ce que c'est possible que ma maladie m'amène à voir la vie différemment, m'amène à remettre en ordre certaines priorités, peut-être à changer certaines priorités? Est-ce que ça peut peut-être faire de moi une meilleure personne à certains égards? Donc ça, c'est des choses à considérer aussi. Les croyances, les interprétations, notre manière de voir les choses, notre manière de nous voir nous-mêmes, de voir les autres, va énormément influencer comment on se sent, va énormément influencer les décisions qu'on prend, puis va énormément influencer les comportements qu'on va adopter. Par exemple, si je me vois comme quelqu'un qui ne peut plus rien faire, ça va m'amener à me sentir d'une certaine façon. Et peut-être que si je me dis, bien, je m'habitue à faire les choses différemment, c'est une autre façon de voir les choses. Donc, juste un petit exemple de comment on voit les choses peut affecter énormément comment on prend la vie. La notion de chronicité peut être un défi. Est-ce que je vais revenir comme avant? Est-ce que je suis obligé de prendre des médicaments pour le restant de mes jours? Donc ça, ce sont tous des questions tout à fait légitimes, qui sont tout à fait normales aussi. Puis c'est des choses qui peuvent être discutées. Puis quand on me dit d'accepter ma maladie, ça veut dire quoi ça, accepter? Souvent, les gens vont me dire en séance, bien, on me dit de juste accepter ma maladie, puis de continuer. Tourne la page, puis accepte. Ça veut dire quoi ça, accepter ma maladie? Est-ce que j'arrive à accepter, puis que ça ne me fait plus rien, que ça ne me dérangera plus d'avoir cette maladie-là? C'est-tu possible, ça? Dans l'acceptation, j'aime beaucoup revenir à la question de notion de deuil. Donc, si on regarde les stades de deuil d'Elizabeth Kubler-Ross,
Elle dit que lorsqu'on vit une perte, on va vivre du déni. Donc, on a de la misère à croire la perte. On peut vivre de la colère, on va vivre de la dépression. Le marchandage, ça, c'est un petit peu... Si je pouvais avoir ma santé, bien, j'irais à la messe tous les dimanches. OK? Ça, c'est le marchandage. Puis, il y a l'acceptation. Et ça, ici, c'est pas qu'on vit du déni, on en finit, on vit de la colère, on en finit, de la dépression, on en finit. C'est pas linéaire, ça. C'est un processus cyclique. Puis dans la même journée, dans la même heure, je peux passer à travers tout ça. Je vais aller et venir de l'un à l'autre. OK? Puis, apprendre à vivre... donc, c'est pas comme si... Une fois que je vis de l'acceptation, c'est pas comme si on me donne un diplôme, puis je le mets sur le mur, puis je me dis, OK, c'est fini, là j'accepte, on passe à d'autres choses. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, même quand j'accepte, il va y avoir des journées où je ne l'accepterai pas, que ça va me frustrer, je vais vivre de la colère, je vais peut-être être déprimé. Et ça, c'est tout normal. Mais avec le temps, ce qu'on vise, c'est que l'acceptation prenne de plus en plus sa place comme telle. Mais elle ne prendra jamais toute la place qu'en tant que telle. Okay? Plaisir, l'humour, l'activation comportementale, très important, même dans le traitement de la dépression. On sait que l'exercice physique, puis les activités plaisantes qui nous rapportent du plaisir, c'est les premières choses qu'on essaie de faire. Et c'est vraiment démontré comme étant efficace en recherche. Développer une attitude scientifique, aussi très important. Moi, j'aime bien travailler avec les gens, l'idée de, justement, d'apprendre à devenir gestionnaire de leur maladie, de se renseigner, de comprendre c'est quoi leur maladie, qu'est-ce que ça veut dire, d'accumuler des données, de faire de l'observation, de prendre des notes sur ce qu'ils vivent, puis de développer des stratégies. Donc, on se met plutôt dans une position de gérer plutôt que de subir la maladie. Et ça aussi, c'est un processus qui prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ça nous demande psychologiquement de se retirer un petit peu de la situation puis de nous observer aller, comme si on observait quelqu'un d'autre. Puis à ce moment-là, ça nous amène à voir les choses vraiment différemment. Puis on voit qu'on peut en apprendre un tas de choses quand on se regarde aller. On va apprendre un tas de choses sur soi-même. Ça peut énormément nous aider. Donc, les messages à retenir, vivre avec une maladie physique chronique, ça change notre façon de voir et de vivre notre vie. Ce n'est pas comme une maladie qui est aiguë, puis qu'on sait qu'il va y avoir une guérison par la suite. Chacun réagit différemment. Il y a des répercussions sur tous les plans, physique, psychologique, émotionnel, relationnel, spirituel. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus qui prend du temps, ça prend des années, et c'est très normal. Puis c'est un défi, et c'est très normal. Il n'y a pas juste une seule bonne façon de le faire, mais il y a de l'aide. Alors voilà.